Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à HebdoCut, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 23 janvier. Plusieurs travailleurs du Québec sont privés de prestations d'assurance-emploi suite à une fraude informatique. Situation actuelle et services offerts par votre télévision communautaire Télévague. Mois de janvier, mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Concours de sculpture sur neige et activités sur le territoire de la ville de Passepébiac. Et l'organisme Épilepsie Gaspésie Sud déménage dans de nouveaux locaux. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, plusieurs travailleurs du Québec sont privés de prestations d'assurance-emploi suite à une fraude informatique. Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC, est passée nous voir à notre studio afin de nous éclairer sur le sujet. Bien, bonjour Nadia. Bonjour à toi. Là, dernièrement, c'est sûr qu'on a entendu un petit peu parler, il y a eu de la fraude au niveau des dossiers au niveau du gouvernement, qui engendre pas mal de problèmes au niveau des prestataires de l'assurance-emploi qui font appel à vous. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi la fraude qui a eu lieu? Bien, en fin de compte, la façon dont ça fonctionne, cette fraude-là, c'est tout simplement, c'est probablement le crime organisé là, qui ont établi un logiciel qui, ce logiciel-là, s'attaque au dossier des prestataires. Puis sa façon de s'attaquer au dossier, c'est de changer l'adresse et les coordonnées bancaires des prestataires. Ce qui fait que les ordinateurs, si on peut dire, le système informatique du gouvernement, lui, détecte qu'il y a une fraude au niveau des dossiers et gèle les dossiers des prestataires pour éviter que les sous qui devraient aller aux prestataires se retrouvent dans des comptes de d'autres personnes via ce logiciel malveillant-là qui s'infiltre malheureusement dans les dossiers. Donc, ça change l'adresse et les coordonnées bancaires. Donc, on comprend que ce soit un dépôt direct ou que la personne reçoit des chèques, c'est le même principe. Donc, automatiquement, ça causerait que la personne ne recevrait pas d'argent, puis que les sous s'en iraient à les organisateurs de cette fraude-là. Donc, notre système, le système du gouvernement est quand même bien fait, si on peut dire, là, dans le sens qu'au moins, il bloque l'accès, il gèle le compte du client, mais ça a un impact sur le client, par exemple. Parce que là, il y a des gens qui se retrouvent avec quelques semaines de retard, même des mois, sans argent qui rentre. Là. C'est ça. C'est que, oui, c'est bien que ça l'aille bloqué, mais par contre, traiter un dossier comme ça, c'est long. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il semblerait que c'est nous, l'Est du Québec, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie, un peu dans le Bas-Saint-Laurent, qui sont les principaux visés, les principaux prestataires visés sont ici. Puis, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de monde. C'est surtout, ce qu'on remarque, c'est surtout des prestataires qui travaillent pour de l'industrie saisonnière, qui sembleraient les plus touchés par ça. Puis, le problème, c'est surtout que les gens se retrouvent, tout d'un coup, ils remplissent leur déclaration, puis du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, il y a un arrêt de paiement qui a été émis par pas par Revenu Québec, qu'est-ce que je dis là? Mais par le gouvernement du Canada, en bloquant le dossier du client, du prestataire, bien, il y a un arrêt de paiement automatique qui est mis sur le dossier. Fait que les gens se retrouvent plus de revenus, ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas fait d'erreur dans leur déclaration, ils n'ont rien fait qui pourrait causer ça, puis tout à coup, plus de rentrée d'argent. Mais qu'est-ce que les gens peuvent faire en premier lieu? Qu'est-ce que vous conseillez? Bien, en premier lieu, ce qui est vraiment important de faire, là, c'est vraiment de faire des appels, puis de dire à l'agent, quand on appelle, ça fait 2 fois que j'appelle, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu une fraude dans mon dossier? Parce que c'est plus facile si c'est le prestataire qui l'exprime à l'agent que l'inverse. L'inverse, ça peut prendre du temps avant qu'il ose vous dire qu'il y a une fraude dans votre dossier. Donc, c'est à vous, les prestataires, quand vous appelez, vous dites
Il semblerait qu'il y a probablement une fraude dans mon dossier parce qu'il n'y a rien de nouveau dans mon dossier. J'ai rien fait qui pourrait bloquer mon dossier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis à chaque fois, à chaque appel, refaire la même chose, dire il y a une fraude dans mon dossier, je suis rendue à mon 3e appel. Le chiffre magique, je dirais que c'est environ 7 appels. Pour que votre dossier, à chaque fois que vous allez appeler, parce qu'ils vont vous dire, rappelez dans 2 jours. OK, dans 2 jours, je le sais que c'est long, les gens vont dire, oui, mais j'attends 2 heures au téléphone, mais c'est normal parce que vous êtes des milliers à appeler à l'assurance-emploi. Il faut être patient. C'est très important. Il ne faut pas se décourager et être patient. Donc, ils vous disent, rappelez dans 2 jours. On rappelle dans 2 jours. Je suis rendue à ma 4e fois. Je veux que mon dossier avance. Je sais qu'il y a une faute dans mon dossier. J'aimerais ça qu'un agent enquêteur, parce que c'est les agents enquêteurs, me rappelle. Le chiffre magique, comme je disais tout à l'heure, c'est environ 7 fois, 7 appels. Pas 7 appels d'affilée, là, bien sûr. On n'appelle pas du lundi au dimanche, au mardi suivant, là, parce que ça donnera peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment de laisser une journée ou 2 rappeler. Une journée ou 2 rappeler. Comme ça va faire... je vous dis pas que ça va régler le dossier, mais surtout, ça va faire monter votre dossier dans la pile qui est astronomique pour les agents enquêteurs. Ça va faire monter votre dossier parce qu'il y a de l'intérêt, parce que vous faites des démarches vous-même. Ça va montrer votre sérieux dans tout ça. Puis, il faut penser que ces agents enquêteurs-là, ils sont aussi occupés par les départs volontaires, les congédiements, les vrais cas de fraude et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement occupés. C'est sûr que ça n'excuse pas le fait que les gens n'ont pas leur argent qui leur est dû, mais c'est pour expliquer un peu que c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps en ce moment, c'est qu'ils sont totalement débordés. C'est une situation non prévue qui est causée par de la fraude à grande échelle. Plusieurs d'entre vous se questionnent et ont exprimé leur inquiétude face à l'avenir de leur télévision communautaire Télévague. Nous avons donc rencontré notre directrice, Mme Colette Dow, pour vous en parler. Bonjour Colette. Bonjour André. Là, dernièrement, il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur l'avenir de leur télévision communautaire. Comment se porte la télévision? OK. Effectivement, il y a plusieurs personnes, comme tu le dis, André, qui s'inquiètent un peu de l'avenir de leur télé communautaire, Télévague. Mais avant d'entamer cette question, j'aimerais parler un peu des services offerts par votre télé communautaire. Des services exclusifs, par exemple, le service des émissions produites localement. On parle à monsieur et madame tout le monde. On fait aussi la promotion des organismes. Plusieurs organismes, ça fait, André, 33 ans qu'on existe. Bientôt 34 ans, on entame notre 34e année. OK, de fonctionnement. Donc, tous les organismes sur le territoire, je pense, qu'ont participé à l'émission là, sur les organismes afin de promouvoir, bien sûr, leurs services. Ensuite, on a le service de babillard électronique dont vous avez accès là, à tous les jours. On a les services de production. La télé communautaire produit des émissions ou enregistre les assemblées municipales. OK? Les assemblées, on a présentement la ville de Passepébiac et la ville de Chandler. On a aussi, on couvre également les 2 MRC, MRC Bonaventure ainsi que la MRC Rocher-Percé, étant donné que les 2 MRC sont appartiennent à notre territoire desservi par Télévague. Donc, plusieurs services sont offerts. Aussi, on a le Super Télé Bingo qui est très populaire. OK? Notre Super Télé Bingo qui est la principale source de financement de Télévague. Pour être capable d'offrir tous ces services-là, eh bien, il faut des entrées d'argent. Donc, le Super Télé Bingo aide à vous offrir tous ces services. Et tous les profits réalisés par le Super Télé Bingo, il faut bien le mentionner, tous ces profits-là demeurent entièrement dans les MRC, donc sur notre territoire. Alors, c'est bien important que tous les profits restent ici dans le milieu. Alors, plein de services, on développe notre sentiment d'appartenance. Votre télé, ça vous appartient depuis maintenant
33 ans, on entame notre 34e anniversaire alors, de production. Et ce qu'on a reçu, comme tu disais là, au début, là, André, là, dernièrement, il y a eu plusieurs appels aussi. Il y a des gens qui jasent concernant, il y a un fournisseur qui est sur le territoire, qui est en train de... Bien sûr, là, la concurrence, c'est important. Ça, là, il ne faut pas se leurrer de ça. Là, on a besoin de la concurrence. Mais ça dépend de la concurrence si on offre les mêmes services. Donc, nous, c'est un service exclusif de Cogeco Câble. Alors, ce service-là offre tous les services que je vous ai nommés et ainsi votre Super Télé Bingo. Si vous voulez continuer à avoir votre Super Télé Bingo, je sais qu'il y a plusieurs personnes, là, plusieurs adeptes du Super Télé Bingo et à chaque année, là, on remercie toutes ces personnes-là qui nous aident, bien sûr, au financement de la télé communautaire. On vous remercie de jouer au bingo. On vous remercie d'aller voir vos parents sur l'heure du midi. Bien sûr, André, là, ça fait comme les gens nous disent beaucoup, ben on va voir maman puis papa. C'est sûr, là, dans ce temps de la pandémie-là, ça fonctionne moins. Mais il y a plusieurs qui nous disent, ben on va dîner avec maman puis papa, on joue au bingo en même temps. Alors, ça fait une belle activité sociale. En terminant, André, là, j'aimerais ajouter que pour conserver votre canal communautaire, pour être capable de jouer au Super Télé Bingo, et ces mois-ci, là, on va voir de belles nouveautés, de beaux prix. Les argents sont beaucoup retournés à nos joueurs. On a de très bons prix. Alors, pour conserver tout ça, restez abonnés à Cogeco Câble parce que la télé communautaire est un service exclusif de Cogeco Câble. Bernard Babin, le directeur général de l'Association Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous rappelle à l'occasion du mois de janvier, le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, les principaux services offerts au sein de la SOGIM. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Ça va bien? Ben, ça va très bien, merci. Là, on est en plein mois de la sensibilisation à la maladie de l'Alzheimer. Pouvez-vous nous rappeler, en ce mois de sensibilisation, tous les services et le soutien que vous offrez tant aux personnes atteintes qu'aux proches aidants? Oui, peut-être on pourrait vous parler des principaux services, là. Si on y va avec les personnes atteintes, ceux qui vivent la maladie d'Alzheimer, on a différents programmes. Je vous dirais peut-être un des premiers programmes, c'est nos activités du réconfort. C'est des activités que habituellement se donnent en groupe sur une journée complète, qui permet aussi de donner un répit aux proches aidants. Bon, là, c'est sûr, depuis la pandémie, là, en début janvier, mettons celle qui est la principale, là, on fait seulement de la stimulation individuelle à domicile. Là. Les groupes ne sont plus permis. Donc, le réconfort, c'est un des services que l'on donne. Je pense au programme Musique et mémoire, qui est de la musique personnalisée, musique significative pour les personnes atteintes, là, avec les écouteurs et le fameux iPod. Là. Si on irait avec les services pour les proches aidants, on pourrait parler de l'écoute téléphonique, les rencontres à domicile, lorsque les intervenantes peuvent se déplacer pour donner de l'information là, aux proches aidants sur la maladie d'Alzheimer. C'est ça, au niveau de nos services, on en a plusieurs, là, mais je dirais que c'est ceux-là nos principaux. D'accord. Y a-t-il beaucoup de personnes qui sont atteintes en Gaspésie pour les îles de la Madeleine? C'est-tu quelque chose qui est en progression? Oui, malheureusement, c'est en progression dû avec le vieillissement de la population de notre région. Puis en même temps, c'est partout pareil. Hein, le vieillissement de la population, c'est une réalité mondiale. Les statistiques, je crois qu'il y a 2 ans, en 2000, là, disaient qu'il y avait environ 2000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en Gaspésie et aux îles-de-la-Madeleine. Et qu'est-ce que les statistiques relevaient, là, c'est que d'ici 5 ans, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pourrait doubler. Donc, malheureusement, là, une maladie qui est en progression. Oui. Y a-t-il beaucoup de choses qui ont été faites, comme au niveau de la recherche? Ça a-t-il beaucoup évolué? Y a-t-il beaucoup plus de choses pour les aider
aux personnes qui sont atteintes, là? Y a-t-il de l'espoir pour les personnes qui sont atteintes plus qu'avant? Oui, oui. Ah oui. La recherche avance, là. Encore aujourd'hui, on ne peut pas guérir une personne qui a un diagnostic. Par contre, la recherche, c'est ça, ça a pris de l'ampleur mondialement également dans les dernières années parce que, bon, les chercheurs, les scientifiques voyaient bien que cette maladie-là avançait beaucoup et elle prenait de l'expansion. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on en sait un peu plus sur qu'est-ce qui peut développer la maladie d'Alzheimer. Bon, ben, tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a des facteurs de risque. Il y a des gens qui sont plus propices, malheureusement, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc, si on prend des gens qui vivent avec le diabète, ben, il peut avoir un certain risque. Les gens qui vont peut-être un peu moins bien se nourrir. Puis, des fois, il peut y avoir une question d'hérédité aussi, hein. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais c'est très complexe parce que on parle, c'est le cerveau. Donc, faire des recherches sur le cerveau, c'est pas évident. Donc, je suis toujours convaincu là qu'on va trouver un remède là, à savoir ça va être quand. C'est ça la grosse question. Marie-André Côté, qui est conseillère au siège numéro 4 à la Ville de Passepébiac et qui fait aussi partie du comité jeunesse de la Ville, nous parle aujourd'hui d'un concours de sculpture sur neige ainsi que des activités qu'on peut pratiquer sur le territoire de la Ville de Passepébiac. Bonjour Marie-André. Salut, ça va? Oui, ça va bien, vous? Oui, vraiment. Là, il y a plusieurs activités qui sont encore possibles malgré les conditions avec la pandémie. Oui, c'est ça. Malgré la pandémie, le comité jeunesse est en branle quand même. On essaie de faire des activités pour les jeunes, pour faire bouger les jeunes, pour les faire aller dehors. Fait qu'on vient de mettre sur pied un concours de sculpture sur neige. Dans le fond, c'est chaque personne à la maison va faire une sculpture sur neige. Là, on a eu de la neige en masse la dernière tempête pour faire ça. Fait qu'on demande aux gens de faire un petit vidéo ou des photos, s'ils veulent pas faire une vidéo, là, de leur sculpture. S'ils pourraient mettre de la couleur sur leur sculpture, ça serait vraiment le fun. Puis nous envoyer ça sur notre page Facebook du comité jeunesse pour participer au concours. Puis le concours, c'est ça, il prend fin le 14 février. Fait que les gens ont jusqu'au 14 février pour nous envoyer leurs vidéos, leurs photos de leur sculpture qu'ils vont faire. Puis là-dessus, c'est ça, il va y avoir des prix à gagner parce que ce qui est intéressant, c'est les prix à gagner. Hein. Il va y avoir 4 certificats cadeaux pour aller dans des restaurants à Passepébiac. Il y en a 2 au Dixili, puis il va en avoir 2 au Monsieur Burger, je pense. Oui, au Monsieur Burger. Fait que le but du comité jeunesse, c'est d'enlever une charge, un poids de souper aux parents qui vont avoir contribué à envoyer les vidéos et les photos sur notre page Facebook du comité jeunesse. Puis les gens peuvent-tu faire n'importe quoi ou il y a des choses quand même qui... N'importe quoi. Faites aller votre imagination, n'importe quoi, n'importe quelle couleur. On n'a pas choisi de thème en particulier, mais tout ce qui vous tente. L'année passée ou l'année d'avant, je pense que c'est l'année d'avant, on avait fait un concours comme ça, puis on avait eu plein de belles choses là, comme sculpture sur neige. Ouais. Puis là, en plus, il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire ici à Passepébiac, dont le monticole. Le monticole est ouvert. Hein? Oui, c'est ça. On est présentement au monticole. C'est rendu mon endroit privilégié, c'est ainsi, vu qu'on a eu de la belle neige maintenant. Ici, au monticole, on a 20 km à peu près de sentiers de ski de fond, puis ils sont vraiment, vraiment beaux. Puis depuis les dernières années, les gens, ils ont comme ça redémarre le ski de fond. Là, on se souvient tous de nos skis de fond, de notre aventure en ski de fond il y a 20 ans passés avec nos parents qui nous ont emmenés ici en ski de fond pour qu'on savait à moitié pas d'en faire. Là. Mais maintenant, c'est des nouveaux skis, c'est plus facile. On fait la location aussi de ski de fond ici avec Marco. Il loue les skis, les bottes. On a pas mal presque toutes les grandeurs. Il nous en manque un petit peu, qu'on a eu un petit peu
de comeback là-dessus, là, comme quoi qu'il n'y avait pas des 9, 10, 11, 12, ben on va en acheter puis on va en avoir là, prochainement, là, si on peut en trouver là, pour nos skis qui est ici. Fait qu'il y en a une panoplie, vous allez pouvoir venir louer les skis. Puis ce qui est le fun, c'est que les 12 ans et moins, ben c'est gratuit. À cause du défi Pierre Lavoie, on a plein de skis pour les enfants, fait qu'ils peuvent venir essayer pour la première fois du ski de fond avec vous, là, ici, au Monticole. Puis le chalet est chauffé. On peut venir placer nos bottes en dedans dans le chalet, venir se réchauffer un peu. On peut utiliser les toilettes puis tout ça, mais on peut pas manger en dedans. Monsieur Prudhomme fait des plats pour sortir, des plats pour remporter. Il est ici, fait qu'il est à votre disposition ici, là. Le téléphone est en dérangement, mais on a inscrit les numéros de téléphone à Monsieur Prudhomme et à Marco sur notre site Internet de la Ville, là, sur la page Facebook de la Ville aussi. OK, les gens ils peuvent venir chercher leur lunch, mais ils ne peuvent pas emporter leur lunch puis manger en dedans, non? Non, c'est ça. C'est ça qui est plate. Avec les arrêtés ministériels là, du gouvernement, c'est ça qui est ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va tout réouvrir puis on va être correct. Mais on attend le bon moment. Puis en plus du Monticole, il y a le complexe sportif aussi qu'on peut faire. Oui, j'ai oublié de te dire aussi, il y a les glissades sur tube au Monticole, mais comme c'est là, il nous manque un personnel, il nous manque quelqu'un pour les opérer. Fait que l'offre d'emploi est sur notre page Facebook de la Ville et ainsi que sur la page, le site web de la Ville. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui voudrait postuler pour cet emploi-là, qui pourrait faire glisser nos jeunes, ben ça serait vraiment le fun parce que là, maintenant, il y a assez de neige parce qu'avant, il n'y avait pas assez de neige, mais là, il y a assez de neige, mais il nous manque quelqu'un. Comme opérateur du Mont-de-Pente. Oui, comme opérateur du Mont-de-Pente. Mais c'est ça, c'est tout affiché sur le site de la Ville. D'accord. Oui. Puis ce qui est, comme tu disais, comme ce qui est du complexe, il y a comme une horaire journalier qui est sortie à chaque jour qu'on peut aller voir là, sur le site Facebook de la Ville. Il y a du patinage libre, il y a des locations de glace aussi qu'on peut faire en famille. Puis on peut faire aussi un peu de comme hockey libre. Le hockey libre fait que tu peux faire un petit jeu de rondelles avec soit un parent ou comme en duo, là, mais pas plus comme c'est là jusqu'à temps que ça réouvre là, pour le hockey. Là. Ouais, fait que c'est pas mal ça qu'il y a à faire à Passepébiac. C'est vraiment le fun. Aller jouer dehors, bouger, lâchez vos écrans, lâchez vos téléphones, puis allez jouer dehors. L'organisme Épilepsie Gaspésie-Sud déménage dans de plus grands locaux. Manon Lebrasseur, la coordonnatrice de l'association, nous en parle. Bonjour Manon. Bonjour. Ça va bien? Oui. Pouvez-vous nous rappeler de la mission de Épilepsie Gaspésie-Sud? Dans le fond, notre mission, c'est de promouvoir, sensibiliser puis démystifier l'épilepsie auprès de la population dans tous les milieux, scolaire, travail, tout en général, oui. Y a-t-il beaucoup de gens qui font appel à vous? Il y a quand même assez de gens. Faut dire qu'on dessert la MRC Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé. On a quand même un gros territoire pour peu de ressources humaines. On a quand même un bon membership, si on peut dire. Puis il y a des gens aussi de l'extérieur qui communiquent avec nous autres. Par contre, la situation actuelle où on vit avec la pandémie fait en sorte que les gens sont un petit peu plus frileux à se déplacer puis à venir nous voir directement. Puis une des choses qu'il faut retenir de l'épilepsie, c'est quand on vit avec l'épilepsie, on vit souvent beaucoup d'isolement. Fait que l'isolement était déjà présent avant la pandémie. Pandémie n'ayant pas aidé la cause, les gens vont être encore plus frileux de se déplacer puis de venir nous rencontrer. Par contre, on donne du soutien téléphonique, on donne du soutien, on utilise le Messenger, Internet, tous les médias possibles pour arriver à répondre aux besoins, même si les personnes ne sont pas en mesure ou ne veulent pas se déplacer pour venir nous rencontrer. Oui. Puis là, il y a des bons changements qui s'en viennent, oui. Qui sont en cours. Là. Oui. Vous déménagez de locaux? Oui. Dans le fond, l'association, présentement où on était, les locaux ne répondaient plus nécessairement à nos besoins parce qu'il y a eu des modifications de fait à l'immeuble où on est présentement, qui est l'immeuble du Centre d'action bénévole
Saint-Siméon-Port-Daniel. Fait que là, dans le fond, on veut du nouveau, on veut avancer, puis nous aussi, on veut grandir à un moment donné, puis desservir adéquatement notre population, puis répondre à notre mission. Fait que là, on déménage à l'immeuble qui est l'ancien immeuble des Chevaliers de Colomb et du Club de 50 ans et plus de Nous-Carlaï. C'est le 114 boulevard Gérard Delévesque, Nous-Carlaï. On va être en mesure on déménage la semaine prochaine, fait qu'on va être en mesure de répondre aux besoins de notre clientèle puis d'accueillir nos membres à partir du 31 janvier. C'est sûr que les locaux ne seront pas tous prêts parce qu'il y a beaucoup on a dû faire des rénovations puis faire des nouveaux locaux puis tout ça. Mais on va quand même être en mesure de répondre à des besoins physiques si le besoin est, puis s'il y a une urgence, oui. C'est quoi au juste tous les services que vous offrez? Mais en fait, nous, on offre, c'est sûr qu'on a beaucoup, on est aide et entraide présentement. On offre des services d'écoute, des rencontres individuelles et de groupe, des ateliers de sensibilisation dans tous les milieux de vie, donc familial, travail, scolaire, garderie, camp de jour, etc. On se déplace pour donner notre soutien. Ça peut être aussi des milieux hospitaliers, ça peut être vraiment un petit peu partout. Comme notre mission, c'est de promouvoir puis de sensibiliser l'épilepsie, c'est de se faire voir le plus possible. Comme je l'ai dit avant, l'isolement fait partie de l'état qui est l'épilepsie. Donc, en faisant ça, on va aller démystifier puis aider les gens qui vivent avec l'épilepsie à se sentir mieux dans la société et à reprendre un peu de pouvoir sur leur vie, là. Puis, dans le fond, les personnes qui sont membres épileptiques, vraiment les personnes épileptiques, parce qu'on a différentes catégories de membres, on a des sympathisants, mais les personnes épileptiques, on offre aussi un support là, au niveau comme ils doivent recevoir des services à l'extérieur pour les suivis neurologiques, etc. On aide aussi un peu financièrement là, pour les déplacements, pour les outils de surveillance, pour les activités de valorisation. Dans le fond, on va aider financièrement un peu. C'est sûr qu'on ne peut pas tout payer. On n'est pas les premiers payants. Mais on va aider ces personnes-là à participer à des activités, qu'elles soient physiques, culturelles ou n'importe quoi, sportives. On va les aider justement pour briser un peu cet isolement-là. Puis dans le biais de notre mission, on fait aussi des activités. Le nouvel emplacement va nous permettre d'avoir une salle d'activité qui va être là, qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, ce qu'on n'avait pas avant. On va pouvoir avoir un calendrier d'activités. Ça peut être une activité de bricolage, fabrication de bijoux, danse Zumba sur chaise ou des choses comme ça, qu'on va pouvoir offrir à nos membres, mais au quotidien et non pas juste... On avait 4 repas partage par année où on permettait à ces personnes-là de sortir de chez eux puis de venir en grande famille, manger, s'amuser, faire des activités. Là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire au quotidien. Fait qu'on va avoir un calendrier d'activités qui va être monté. On est présentement à la recherche d'une animatrice, ce qui va se combler très rapidement, selon moi. Ça va faire en sorte que je vais avoir de l'aide et qu'on va pouvoir vraiment plus se déployer puis se grandir, puis être plus présent. Parce qu'en desservant la MRC Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé, comme on est une équipe très réduite, c'est difficile d'être présent partout. Fait qu'en ayant plus de personnel, en ayant un milieu qui soit plus adapté à la mission de l'organisme, ça va permettre aussi qu'on se déploie dans les 3 MRC un peu plus. D'accord. Bon, on a bien hâte de voir les nouveaux locaux. On va vous laisser vous installer un petit peu. On passera vous voir, vous montrer ça aux gens. Bien oui, dès que les mesures sanitaires, puis qu'on va voir, bien sûr, finir les rénaux, puis être installés comme il faut, là, puis que les mesures sanitaires le permettent, on va faire une journée porte ouverte là, pour que les gens puissent venir voir c'est quoi. Puis en étant à Nous-Carlaï, souvent, des fois, il y a la difficulté de langue, puis tout ça. On tombe dans un nouveau milieu. On veut aussi aller toucher une clientèle. On a beaucoup de francophones. On commence à ouvrir le milieu anglophone, mais ça va nous permettre aussi une intervention beaucoup plus au niveau de la clientèle épileptique puis leur famille au niveau anglophone. Fait que je pense que ça va être un plus pour tout le monde. Puis on a bien hâte d'ouvrir nos portes puis d'être capable de dire, venez nous voir, venez voir comment c'est beau puis comment on peut réaliser plein de choses ici, là, dans notre nouvel emplacement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 23 janvier. Nous vous souhaitons à tous une super belle année en notre compagnie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.